Hey, salut tout le monde. Comme j'ai promis, je ferai un deuxième petit vidéo. Mais là, cette fois-ci, je me suis mis à penser, pourquoi je fais pas mon balado en vidéo comme ça? Donc, on tire à sa fin de la journée. Je suis à côté de mon petit feu. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai dit, coudonc, je vais commencer avec quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Puis mon balado, lui, l'objectif, c'est vraiment de vous parler un peu de tout, un peu de rien, ou peut-être rien du tout. Donc, c'est ça mon but de mon balado, c'est vous parler de mes contes, de mon art, de l'histoire de ma région, de mon coin de pays, qui est souvent très peu connu, surtout le côté franco-pontois. Et puis l'histoire des francophones du Pontiac. Donc, c'est ça qui va être mon balado. C'est ça qui va être mes contes, mes chansons. Mais aussi mes chansons sont basées sur mes contes et aussi des choses qui me tiennent à cœur. Donc, vous avez vu dans ma dernière chanson, je parle de ça, les gens, je parle des gens. C'est important de parler des choses que les gens font, puis qui font du cœur. Donc, c'est ça mon balado, c'est faire des choses du cœur. Donc, pour commencer, j'aimerais ça vous parler de l'histoire du Pontiac au tout début. Je fais beaucoup de recherches. J'utilise les Archives nationales du Québec. Si vous n'avez pas la chance, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, allez voir. Ça s'appelle BANQ. C'est le site des Archives nationales du Québec. Vous devenez membre. Là, c'est gratos. Tu n'as pas besoin de payer rien. Là. Et puis, surtout dans ce monde aujourd'hui, que tout est attaché à une signe de pièce, pas ça. Vous avez jusqu'à à vous abonner, à devenir un membre, et vous avez accès à toutes les choses possibles. Donc, si vous faites une petite recherche là, sur un ancêtre de votre famille, vous mettez le nom, blablabla, faites recherche, et ça va vous trouver des choses incroyables, des choses peut-être que vous ne saviez même pas. Donc, mon épouse, elle a trouvé dans ses recherches, elle a fait un essai, puis elle a trouvé l'article qui parle du mariage de son grand-père Earl puis sa grand-mère Germaine. Donc, imaginez-vous, donc c'était accessible, c'est un article de journal qui mentionne le mariage de ce couple, de ses grands-parents. Donc, tout est accessible. Je vous encourage à aller chercher de l'information, de fouiller les Archives nationales du Québec, le site BANQ, Banque. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, moi, ça, je fais des recherches. Tous les personnages que j'utilise dans mes comptes, c'est des gens c'est des gens de ma parenté, des gens de ma communauté, des ancêtres. Puis moi, c'est ça, je vais vraiment saluer mes ancêtres. Moi, j'ai été choyé. J'ai eu la chance, à jeune âge, de m'asseoir dans les rencontres de cuisine. Ça se voit plus des rencontres de cuisine. C'est très rare. Mais aujourd'hui, on est comme je fais là, je suis sur les réseaux sociaux. Puis, je vous partage des choses qui m'ont été partagées avec mes grands-oncles et mes grandes-tantes. Donc, c'est important de le mentionner, ça. J'ai pas connu mes grands-parents, sauf une grand-mère, Irène. Donc, jusque moi, mes grands-parents, la voix qui venait, c'était vraiment mes grands-oncles, mes grandes-tantes qui venaient nous visiter. Ma mère était fille unique, donc ses oncles et ses tantes faisaient vraiment l'effort de la visiter. Son parrain, Daniel Setobin, très attaché à ma mère, venait une fois par semaine, puis il nous racontait des histoires de chantier, de sa terre, sa ferme, ses animaux. Et mes grands-oncles et grandes-tantes parlaient aussi de leur enfance et de leur famille. C'est là que j'ai venu à entendre des histoires de famille. Il y a eu des contes, oui. Mon père comptait aussi. J'avais un oncle aussi qui comptait. Donc, des contes, on gardait ces contes-là dans la famille. Tu sais, c'est pas juste une histoire de bonne pêche avec les mensonges, là, les menteries. Non, non, c'est vraiment basé sur des contes contés d'histoires de famille. Et puis des anecdotes, choses comme ça. Donc, les contes que je parle, que je partage, ils ont vraiment un côté historique qui m'a été conté, qui m'a été dit. Donc, soyez à l'affût, là, je partage tout ça. Puis ceux et celles qui aimeraient ça, j'aille le compter. Je sais pas, une rencontre de famille, party de travail. Laissez-moi savoir, je suis disponible.
surtout en soirée, les fins de semaine. Dans la semaine, ben, c'est ça, j'enseigne. Je suis enseignant en art plastique et dans les arts visuels. Donc, durant les fins de semaine, en soirée, ça ne me dérange pas, ça me ferait plaisir d'aller vous compter. Donc, puis vous pouvez choisir, si vous voulez vraiment que j'invente un compte sur le fly, comme on dit, ça aussi, je peux faire ça. Donc, c'est ça, je vais vraiment parler de l'histoire des gens du coin, l'histoire du Pontiac, puis justement, on va revenir à l'histoire du Pontiac. Hein? Je pars d'une place, puis je m'en vais à l'autre, puis je reviens. Donc, l'histoire du Pontiac, pour la première fois, pour le début, je vais vous parler le début de la colonisation. On parle du Pontiac, là, après Samuel de Champlain, mais il n'y a plus rien. D'un coup, la conquête arrive, les Anglais arrivent, et hop, il y a quelque chose. Mais il y a eu des choses qui s'est passées dans le Pontiac de la période de la Nouvelle-France jusqu'à la conquête et de la colonisation. Et la région a été excessivement achalandée parce que c'était la route vers l'ouest. On ne s'imagine pas. Donc, mes recherches m'ont démontré que la rivière des Outaouais, la région, était très occupée, très achalandée. On parle très peu, en général, dans le Pontiac de ça ou dans l'histoire de l'Outaouais. On a des petites anecdotes, mais il n'y a personne qui va aller fouiller plus creux en plus creux parce qu'on se concentre sur certaines histoires. Et puis là, quand on réalise que, wow, il y a plein de choses qu'on ne mentionne pas, puis qu'on ne fait pas vraiment de recherche, mais c'est là. Donc, moi, je vais aller un peu plus je ne parlerai pas de la conquête. Je vais peut-être en parler à un moment donné, après la conquête, puis qu'est-ce qui s'est passé dans la découverte de la rivière des Outaouais par le régime anglais. Mais moi, je vais partir du début de la colonisation du Pontiac. Le début, juste avant, la veille, je préfère dire la veille de la colonisation. La région était encore territoire des barons forestiers. Donc, l'industrie forestière, les bûcherons, les camps de bûcherons, la drave, les postes de traite. Les postes de traite sont en train de mourir. Puis, où est-ce que je commence, là? Donc, on a le poste de Fort-Coulonge, on a le poste de Fort-William. Et dans les recherches, on parle, il y a des présences d'Algonquins sur le territoire qui vivent autour du fort et qui font de la traite avec ces forts-là. Après, la colonisation débute tout doucement. Il y a des squatteurs dans la région. Je suis allé même lire les registres et les calepins de bord des géomètres, les arpenteurs géomètres qui préparaient à diviser le territoire, à créer les cantons, puis créer les lots pour l'arrivée des nouveaux colons. Fait que, il y a plein d'anecdotes. C'est incroyable. Il y a plein de petits livrets qui ont été écrits parce que chaque arpenteur géomètre, il fallait qu'il écrive à tous les jours qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Puis il y a des anecdotes, il y a des histoires incroyables, il y a des contes là-dedans que je peux aller piger. Puis je vais le faire en plus. C'est important parce que ça a forgé l'histoire du Pontiac sans vraiment le savoir. Pourquoi que le nom d'un tel lac s'appelle comme ça? Mais une grosse chance, c'était l'arpenteur géomètre qui l'a nommé par honneur à son homme d'honneur au mariage. Oui, c'est une vraie histoire, ça. Lac Hughes, là, on se demande pourquoi que Lac Hughes était appelé comme ça. C'est que c'était l'homme d'honneur de l'arpenteur géomètre qui était dans le compte, qui est en train d'arpenter le canton d'Huddersfield puis Leslie. En tout cas, c'était pour faire un cadeau pour son service comme garçon d'honneur. Il a donné le nom du lac à lui. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça. Puis c'est écrit dans son livre d'arpenteur. Je ne donne pas le nom tout de suite, parce que je ne veux pas que le monde aille fouiller tout de suite. Je veux vraiment faire des surprises. Donc, la colonisation du Pontiac, ça débute avec Monseigneur Hamelin. Juste avant ça, il y avait Monseigneur Gig, le premier évêque et l'archevêché d'Ottawa. Ottawa venait juste de changer de nom, c'était Bytowns, là, c'était devenu Ottawa. C'était une paroisse avant, qui est responsable de Montréal, blablabla. Puis Monseigneur Gig, wow! Ça, là, son histoire à lui, déjà là, c'est quelque chose. Il vient de la France. Il a fait un parcours incroyable au niveau de ses études. Il a fait ses études séminaires en France. Puis je suis allé voir le lieu, là, c'est joli où il venait, là. Donc, se retrouver à Ottawa, dans une communauté où il y avait des Irlandais, la chicane des Irlandais, des Canadiens français, puis là. Il a fait un peu de tournée du Bas-Canada, là. Donc Montréal et tout ça, il se retrouvait à Kingston. Puis il se retrouve à Ottawa comme évêque. Lui, son rôle, c'était de s'assurer
la présence de l'Église auprès des nouveaux colons qui arrivent à Ottawa, dans la région d'Ottawa, aussi dans le sud, un peu entre Montréal et Ottawa, et dans le comté de Renfrew qu'on connaît aujourd'hui, pour les catholiques. Donc, une présence d'un évêque. Donc, lui, il avait la responsabilité aussi de la rive québécoise aussi, tout le long, là, à partir de Montréal, jusque dans le Pontiac, jusqu'à Témiscamingue, et même dans le nord. Donc, il était responsable de la mission des Oblats. Donc, c'est beaucoup à dire, hein? Donc, lui, dans le Pontiac, son but, puis en haut, jusqu'à Témiscamingue et dans le nord et dans l'ouest, c'est de s'assurer l'évangélisation des Algonquins et aussi de s'assurer qu'il y a une présence dans les chantiers pour les hommes qui allaient au chantier de la Drave, qu'il y avait une présence de missionnaires et de la visite des missionnaires dans les chantiers. Donc, dans le Haut-Pontiac, c'était vraiment ça qui se passait. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de colonisation. Il y avait un petit peu de colonisation, il y avait du squatter, il ne faut pas oublier. Hein? Louis Brizard, quand il est arrivé à l'île, il est arrivé comme squatter. Donc, puis bien avant l'arrivée des bateaux à vapeur dans le Pontiac, le bateau à vapeur n'est pas arrivé bien après, là. Mais avant ça, c'était vraiment, on se promenait à pied, puis en canot d'écorce, puis on se rendait. Puis on développait, on squattait, puis même dans les registres des Oblats, on mentionne Louis Brizard. On a fait une légende avec Louis Brizard, mais il y a bien des choses qui ont été inventées aussi. Donc, il faut faire... moi, je vais aller vraiment chercher des faits, des informations historiques enregistrées dans les archives, puis m'assurer que l'information est juste. Donc, on va recommencer. Donc, on parle de Monseigneur Guigues. Il y a des passages des Oblats, des missionnaires, j'ai tous les noms, tout ça, mais je n'aurai pas le temps de vous dire ça en quelques minutes, là, mais il y a un passage qui parle que les missionnaires arrivés au phare, ou ils disent pas au phare, ils disent le phare de Fort-Coulonge. Le village n'existait pas, là, c'était le phare. Il était à l'embouchure, quelque part dans l'embouchure de la rivière de la rivière Coulonge, excusez, et la rivière des Outaouais. Le lieu historique du fort français, il y a des traces, il y a des archéologues qui m'ont informé que c'était où ce qui était dans l'endroit où il y avait la scierie des Vétines, puis quand ils ont construit, ils n'ont pas fait de fouilles, ils ont juste construit le moulin. Donc, les vestiges des traces possibles ont disparu. Il y en a qui disent peut-être qu'il est sous l'eau que la rivière est montée. Peu importe, c'est à l'embouchure. Le poste, c'était un poste, tous les postes dans l'Outaouais, elle appartenait à la compagnie Nord-Ouest. Et quand il y a eu la fusion avec la compagnie de Dusson, c'est tout devenu des postes de la compagnie de Dusson. Fait que les gens parlent, la compagnie de la baie du Dusson, la compagnie de la baie du Dusson, mais avant ça, c'était la compagnie des sans associés qui avait un contrôle sur la rivière du Outaouais avec les permis d'exploitation de l'industrie de la fourrure. Après ça, ça a été la compagnie Nord-Ouest. Et lors de la fusion, c'est tout devenu des postes de la compagnie de la baie du Dusson. On ne parle pas de l'époque là, de la compagnie Nord-Ouest, de la transition. Il y a eu plusieurs, une bonne centaine d'années, bien proche, avant qu'il y ait eu la fusion. Donc, tout ce côté-là de l'histoire, on en parle très peu, mais ça a eu lieu. Donc, on parle de Fort-Coulonge, le Fort-Coulonge. Et puis, dans les registres, on parle qu'il y avait des Autochtones. Et les missionnaires, ils ont passé un peu de temps. Ils ont parlé même des Maringouins. Aujourd'hui, on a toujours la question des Maringouins à Fort-Coulonge et Mansfield. Mais dans cette époque-là, on en parle. Puis c'était un problème. Donc, les missionnaires s'en plaignaient. Après ça, il y a eu le Fort William. Il y a eu une famine, imaginez-vous. Parce que on parlait de la création des réserves. Et puis, on voulait enlever les Algonquins sur le territoire. Le fort de Fort-Coulonge commençait à s'éténuer, commençait à mourir. Après ça, c'était le Fort William qui était un peu plus au nord. Et puis, après ça, c'est ça, on parle dans les registres des Oblats qu'il y a eu une famine. Il y a eu des familles qui ont pétitionné la compagnie de la baie du Dusson, les responsables du fort, pour recevoir de l'aide. Parce qu'il y a eu une famine, il y a des gens, malheureusement, qui sont décédés dans les récits des Oblats. Et puis, l'ordre, c'était de ne pas les aider, c'était de les forcer de se rendre dans les régions réservées pour eux, dont les réserves. Donc, on voulait les enlever du territoire.
À un moment donné, j'ai trouvé d'autres informations. Le phare a été poussé, le poste de mission a été poussé plus au nord, au rapide de Joachim. Là, on parle qu'il y avait une mission auprès des Algonquins puis la rivière du Moine. Puis là, je peux aller plus loin dans les recherches, mais je suis rendu là. Donc, plus que l'industrie forestière montait, plus que les Autochtones se faisaient pousser et plus que la colonisation débutait, là. Mais avant, mais à cette époque-là, on parle un petit peu des colons, mais c'est vraiment l'impact des compagnies forestières, des bûcherons et tout ça sur la vie des Algonquins dans notre région du Pontiac. Et puis, si on parle de Monseigneur Guig, on parle aussi de la création. Ça tombe dans l'époque de la création de la réserve de la rivière et du lac Désert, qui est aujourd'hui Kiliganzibi. Donc, toute cette question-là, le Pontiac, c'était pas une terre vierge, là, ouverte juste aux bûcherons, là. Non, il y avait déjà des gens ici. Il y a des gens qui se promenaient sur le territoire. Il y avait une présence algonquine. Il y avait une présence de gens qui faisaient la traite des fourrures. Il y avait toutes ces choses-là. Mais on en mentionne très peu dans nos histoires locales. On parle de l'arrivée des Irlandais, des Écossais, puis oups, c'est ça qui a parti la colonisation. Mais la colonisation a vraiment débuté en 1840, mais vraiment 45, où il y a le flux, l'arrivée massif des immigrants irlandais, écossais, mais aussi des Canadiens français, même de l'autre bord de la rivière, là, à comté de Renfrew. J'ai trouvé des chiffres des paroisses et puis du diocèse qui parlent le nombre de Canadiens français catholiques qui se trouvent dans cette région-là. Il y en avait. Il y en avait autant ici que l'autre bord. Donc, on n'en parle pas non plus du côté de Renfrew. Tu sais, on parle de Joe Montferrand, on fait festival dans l'Ontario. Tout se passe en anglais, mais Joe Montferrand, là, boy, s'il savait ça, là, aujourd'hui, là, je suis sûr qu'il avait allé dans sa tombe, lui. Donc, juste pour vous dire, l'histoire, des fois, faut la ramener, puis pourquoi pas la conter de notre façon, à la place, de faire laisser d'autres conter notre histoire et nos contes et nos personnages historiques. Donc oui, je vais à un moment donné vous parler de Joe Montferrand. Donc, c'est ça, c'est important de vous parler de ça dans le Pontiac, puis avoir un côté franco-pontois, francophone, qui parle de notre histoire. Et puis, c'est ça, je veux vraiment qu'on puisse aller explorer dans les prochains balados vidéos, quoi que ce soit. Et puis, peut-être avoir des invités. On ne sait pas. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, si ça vous intéresse, laissez un commentaire en dessous. Puis, abonnez-vous à Boréal, Origine Boréal. Puis, mes balados vont être aussi là-dessus parce qu'il y a bien des gens qui disent « Sébastien, on va entendre ta voix. » Donc, la voilà, ma voix. Mon visage en plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous aime bien gros. Et puis, à la prochaine. Donc, soyez gentils, le temps des fêtes s'en vient, le Père Noël, hein? Il y a toujours les yeux partout. Salut!